Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Mon nom est Martine Paquette et j'ai le plaisir d'animer la présentation d'aujourd'hui qui est intitulée Répondre aux besoins de santé mentale des femmes qui résident en maison d'hébergement pour femmes violentées à Ottawa. Alors, cette présentation, c'est le fruit d'une collaboration entre l'ACTS et de Le Royal. Alors, avant de présenter notre conférencière, j'aimerais vous expliquer certaines formalités. Alors, la présentation d'aujourd'hui durera environ 45 à 50 minutes et sera suivie d'une période de questions. Vraiment, je vous encourage à taper vos questions à tout moment dans l'icône questions-réponses juste en bas. Et puis, je serai en mesure de les poser à la fin de la présentation. L'enregistrement de ce webinaire sera disponible aussi après l'événement sur le site web de l'ACTS sous l'onglet de formation continue. Aussi, les diapositives peuvent être téléchargées sous le widget ressources à gauche de votre écran. Vous pouvez aussi redimensionner et déplacer les éléments afin de personnaliser votre écran. Aussi, vous allez recevoir un certificat de présence qui vous sera envoyé par courriel à la fin de la présentation. Alors, sur ça, j'ai maintenant l'honneur de présenter notre conférencière, Emma Slanley-Gose. Elle est travailleuse sociale dans le programme de santé mentale pour les femmes au Centre de santé mentale Le Royal à Ottawa. Elle a déjà aussi travaillé à Ottawa dans les secteurs de femmes violentées, de sans-abri et de santé mentale depuis 2011. Alors, j'ai maintenant le plaisir de donner la parole à notre conférencière, Emma. Salut, bonjour, merci beaucoup Martine. Alors oui, et merci tout le monde d'être participant de cet webinaire ici. Alors, je vous présente une étude qui émerge de mon lieu de travail, qui est le Centre de santé mentale Royal à Ottawa, mais je travaille spécifiquement dans le programme de santé mentale des femmes. Alors, je vais juste donner un peu de contexte au sujet de cette présentation. Alors, mais je veux juste, avant qu'on fasse ça, je veux juste mentionner que le titre de notre présentation, c'est une citation, ça vient d'une femme qui était participante dans notre étude. Alors, c'est pas nos mots que nous autres on a choisi, mais c'est traduit de l'anglais aussi, là, mais c'est vraiment, ça vient directement de la bouche d'une femme qui a survécu la violence, qui a vécu pendant un bout de temps dans une maison d'hébergement. Alors, le contexte. En 2016, les maisons d'hébergement pour femmes violentées à Ottawa ont observé vraiment une augmentation des problèmes de santé mentale et de toxicomanie parmi leur clientèle. Alors, le programme de santé mentale des femmes, c'était surtout ma collègue Anne-Marie O'Brien, qui est aussi travailleuse sociale au Royal. Elle a fait une évaluation des besoins communautaires, puis les intervenantes des maisons d'hébergement ont noté que les femmes violentées avaient il y avait une lacune d'accès aux soins psychiatriques et que c'était différent pour les femmes qui étaient dans les refuges de sans-abri parce que les autres, y avaient accès à cette service-là. Alors, tout cela, ça vient effectivement la façon que les fonds provinciaux sont distribués. Alors, ça donne à la bout du ligne une lacune spécifiquement dans le secteur des femmes violentées. Alors, c'est avec l'appui financier de Women's Exchange que ma collègue Anne-Marie O'Brien, elle a entrepris cette étude ici qu'on va présenter aujourd'hui sur les besoins de santé mentale de cette population. Alors, on va discuter juste un peu des méthodes. Alors, on a fait cette étude en collaboration avec le Dr. Angel Foster de l'Université d'Ottawa, puis aussi son étudiante qui nous a beaucoup aidé, Laura Critch, et aussi avec la complicité clairement des 6 maisons d'hébergement pour femmes violentées à Ottawa. Alors, l'étude de telle est de méthode mixte. Alors, il y a
des méthodes qualitatives aussi quantitatifs. Alors, on a recruté 30 résidentes pour les entrevues et on a effectué comme 6 discussions de groupe avec un total de 63 intervenantes. Alors, il y avait comme les deux. Il y avait les résidentes et aussi les intervenantes. On a enregistré puis retranscrit chaque entrevue et discussion de groupe avec l'aide du logiciel LSCI. En voulant dire effectivement qu'on a vraiment tout lu, puis relu, puis repassé à travers les mots de ces femmes-là. Les résidentes ont aussi rempli des questionnaires suivants. Fait que c'est le QSP9, le QSP15 et le PCLC. Alors, c'est des questionnaires qui sont effectivement des évaluations qui sont utilisées dans un milieu de santé mentale pour évaluer essentiellement pour voir s'il y a des symptômes des maladies mentales ou des conditions de difficulté de santé mentale. Alors, les résultats. On donne ici juste un peu un profil des participantes. Alors, la majorité avait entre 25 et 44 ans, fait que 70 20 avaient 3 enfants ou plus à leur charge. Alors, c'est quand même 1 sur 5 qui avait plusieurs enfants à garder. Puis 20 encore 1 sur 5 avaient eu au moins un enfant retiré par la Société de l'aide à l'enfance. Et 47 recevaient des prestations d'aide sociale d'Ontario au travail, en voulant dire le bien-être social, et 13 avaient eu des prestations du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Alors, les questionnaires, on a, avec le PCLC, qui est effectivement utilisé pour évaluer les symptômes de stress post-traumatique, on a vu que 73 ont indiqué qu'il y avait des symptômes notables de stress post-traumatique. Alors, c'était quand même assez haut. Le QSP9, ça c'est surtout utilisé pour évaluer les symptômes de dépression. On a vu que 60% des symptômes de dépression, 60% des femmes avaient des symptômes de dépression, puis 33% ont vraiment eu des symptômes de dépression assez profondes. Alors, c'était assez sérieux. Pour le QSP15, c'est surtout pour évaluer le niveau de stress somatique qui se manifeste d'une façon corporelle ou physique. 93% ont rapporté des symptômes somatiques. Alors, on a vu aussi avec ce questionnaire-là, puis c'est une affaire assez remarquante, aussi important de le reconnaître, qu'il y avait un taux, dans notre étude, il y avait un taux élevé des femmes racialisées. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une réflexion de la population des femmes en tant que telles qui ont une expérience de violence, mais ce n'est pas une réflexion du population générale. Mais juste à cause qu'on visitait, on faisait comme un certain nombre de participantes de chaque maison. Il y avait juste pour un exemple, il y avait comme une maison d'hébergement qui est spécifiquement pour les femmes autochtones. Alors, direct là, il y avait comme un taux élevé dans notre représentation. Mais aussi, qu'est-ce que ça va faire pour notre questionnaire? On a vu, il y avait des études, mais aussi on a vu dans notre expérience que ces questionnaires-là, ils ne se traduisaient pas nécessairement à travers des contextes culturels. Alors, des fois, d'être là avec un questionnaire à remplir, ça peut être une expérience assez intimidante. Puis ça peut évoquer aussi une expérience institutionnelle. Il faut garder en tête que ces questionnaires-là ne fournissent pas nécessairement une image complète du contexte. J'ai eu l'impression des fois que les femmes, ils sentaient comme s'ils faisaient un test, puis ils voulaient bien faire sur le test, par exemple. C'était pas toujours... alors, des fois, ça donne un certain niveau d'information, c'est assez marquant, mais aussi, on dirait que des fois, les femmes qu'on voyait étaient en train de souffrir ou d'avoir la misère. Qu'est-ce qu'ils reportaient sur le questionnaire, c'était pas exactement une réflexion de ça, je dirais. Alors, il y avait ça à considérer aussi.
Alors là, on va passer plus à les thèmes qui ont sorti de l'analyse qualitative, mais aussi des discussions avec les intervenantes et avec les femmes. Alors, les prochains thèmes, ils ressortent surtout l'expérience de santé mentale assez personnelle des femmes, des résidentes, qui viennent des entrevues, mais aussi surtout des discussions avec les intervenantes. Alors, le premier thème, c'est la toxicomanie et la violence. Alors, aussi, tu vas voir ici, il y a des extraits qui viennent de notre reportage. Et ça, c'est accessible à travers si tu payes le bouton là, avec le fichier, il y a des ressources là-dedans. Alors, vous serez capable de trouver toutes ces citations-là dans notre texte, si ça vous intéresse. Alors, c'est tout là. Je ne vais pas les lire à haute voix, mais ils sont là et je veux juste évoquer un peu les voix des résidentes, des intervenantes qui ont participé dans notre étude. Alors, ils sont là et ils représentent un peu cette thème-là. Mais je vais juste passer à travers les thèmes puis ressortir vraiment les points marquants ou frappants de ça. Alors, la toxicomanie et la violence, ça a ressorti surtout dans les conversations, les entrevues, mais ça a ressorti de quelques façons. Alors, les femmes, ils parlaient vraiment de leur propre toxicomanie ou leur propre consommation comme étant une façon de gérer leurs symptômes, soit de stress, de santé mentale, ça se peut, mais aussi de la stress d'être dans une situation de violence. Mais aussi, des fois, la toxicomanie, ça a sorti en relation avec leur partenaire abusif et comment que des fois, la consommation a vraiment instigé la violence. Alors, des fois, il y avait cette relation-là entre la consommation et la violence. Les intervenantes aussi ont noté comment que la toxicomanie ou la consommation des femmes leur forçait des fois à chercher les services plutôt dans le système de sans-abri et non dans le secteur de femmes violentées. Alors, il y avait un peu moins je dis ici de sécurité, mais c'est pas vraiment ça, mais il y avait un manque, une lacune d'accès aux services pertinents à leur situation. Juste à cause que la consommation, ça crée des problèmes au milieu du maison d'hébergement parce qu'il y a des enfants. Il y avait toute cette question-là de sécurité. Mais ça veut dire aussi que c'est les femmes-là qui payent le prix de ne pas avoir accès à un service qui est vraiment efficace ou le meilleur, on pourrait dire. Alors, il y a comme ce conflit-là, mais on va retourner un peu à ce thème-là plus tard. Alors, la somatisation et les conséquences physiques de la violence. Comme on a vu avant, 90% des femmes ils ont vraiment souffert des symptômes somatiques, qui est un taux assez élevé. Mais on a vraiment vu que le vocabulaire de la douleur chronique était peut-être simplement plus accessible que celui de la santé mentale. Alors, il y avait cette difficulté-là. Peut-être aussi une autre façon de voir la santé mentale, que ce n'est pas compris de la même façon toujours que notre système psychiatrique ou de soins de santé mentale va le voir ou l'exprimer. Alors, les maisons d'hébergement ont bien aidé les femmes à comprendre et normaliser les réactions de stress et de somatisation. Alors, ça, c'était vraiment une force de le système de maisons d'hébergement. Alors, la santé mentale et le décervelage, ça c'est une traduction que je trouve un peu maladroite. Alors, en bon anglais, on dirait du gaslighting, tu sais, ou c'est comme un anglicisme, je suppose. Mais ça vient vraiment, c'est un terme qui vient vraiment du film, je pense que ça s'appelle Gaslight, des années 40. Alors, c'est Ingrid Bergman qui est avec un homme, mais elle rentre chez elle, puis elle voit en haut dans le grenier chez elle, il y a une lumière allumée. Mais quand elle rentre, elle dit, c'est quoi la lumière effectivement, le gaslight, c'est quoi la lumière qui est allumée en haut dans le grenier? Puis son partenaire lui dit, oh non, c'est rien, il n'y a rien là, tu n'as rien vu. Puis à travers le film, elle commence à croire qu'elle est vraiment elle est folle parce qu'il y a clairement une lumière là qu'elle voit, mais lui, il dit que non. Alors,
mais on voit vers la fin du film que oui, il y a quelqu'un en haut dans le grenier et oui, il y a une lumière, elle n'est pas folle. C'était une vérité. Alors, c'est un terme qui est assez utile pour décrire des fois l'expérience des femmes dans un contexte de violence conjugale ou de violence familiale. Alors, les femmes étaient souvent critiquées par leurs partenaires pour plusieurs choses, mais surtout sur leur capacité comme mère. C'était un thème qui est revenu assez souvent. La difficulté à prendre des décisions, des fois. Et des fois, leur partenaire leur disait qu'elles sont folles ou qu'il y avait une maladie mentale. Leur agresseur exploitait cette vulnérabilité en leur menaçant des fois avec la possibilité d'un séjour à l'hôpital. Alors vraiment, il y avait cet aspect-là où est-ce que la santé mentale a été utilisée contre elles essentiellement, que c'était un outil de manipulation. Et aussi qui menait vraiment au point où est-ce que les femmes étaient, il y avait une méfiance comprenable du système de santé mentale parce que c'était vu d'une façon négative, qui était associé avec du gaslighting ou des surveillances et tout cela. Alors, la prochaine thème, c'est la solitude et l'isolement. Alors, les femmes avaient des fois la difficulté avec la transition à une vie autonome. Et ça venait avec plusieurs choses. Alors, des fois, un manque de connaissances de comment vivre d'une façon indépendante. Ça, c'est quelque chose que les femmes disaient fréquemment. Mais aussi, souvent, avec un sens de soi-même. Elle vivait avec un sens de soi-même altéré. Il y avait une perte psychique de soi-même, d'une façon, parce qu'il était tellement embelli dans le partenaire. Il y avait cette comment on dit en anglais, en bon anglais, là, enmeshment. Il y avait vraiment il y avait comme une amalgamation, là, tu sais, c'était pas juste, il n'y avait pas une séparation saine dans la relation. Alors, aussi, il y avait cette question-là de réaction de stress et la tendance à l'isolement. Alors, les intervenantes aux maisons d'hébergement, ils ont dit ça souvent, que des fois, ça prenait beaucoup de temps à convaincre les femmes que c'était comme de sortir de leur chambre, essentiellement, de participer, d'engager avec d'autres femmes. Des fois, il y avait cette sensation de se garder plus sécuritaire toute seule dans la chambre, de tout cela. Alors, ça, c'était comme un défi qui améliorait des fois avec le temps. Alors là, on passe plus à la question des interactions avec un système, avec une multitude de systèmes. Alors, ça, c'était vraiment quelque chose qui était frappant du milieu du secteur de femmes violentées, qui avait vraiment il y avait vraiment on a vu qu'il y avait, on a mis un peu une lumière dans notre reportage sur la complexité vécue en engageant les services et les systèmes sociaux et juridiques aussi, qui sous-tendent la secteur de l'hébergement pour femmes violentées. Alors, les prochains thèmes qu'on discute, ils vont évoquer plus ça, c'est les interactions entre ces systèmes-là. Alors, on va commencer avec les services des maisons spécifiquement. Alors, qu'est-ce que les femmes disaient? C'était surtout que ce service-là de maison d'hébergement, c'est très important. Qui trouvaient ça, cet ajustement de déménager justement dans la maison, peut-être difficile au début. Mais qu'il y avait aussi qu'il y avait des fois des difficultés de vivre en communauté, parce que c'est ça que ça prend dans une maison d'hébergement. C'est pas juste là avec tout seul dans la maison d'hébergement. Il y a d'autres femmes, ils apportent aussi leur propre réaction de stress, des traumatismes, leurs propres troubles de santé mentale et quoi que ce soit, mais aussi des enfants. Alors, il y a tout cet aspect-là. Il peut y avoir plusieurs familles dans le même espace qui partagent des fois une cuisine,
souvent, c'est des cuisines assez gros, mais quand même, là, ça peut causer du conflit et des difficultés. Alors, ça prend du temps un peu à s'ajuster. Mais on a vu aussi, même si le service était très utile, très important, que aussi les femmes qui avaient déjà soit des troubles de santé mentale assez persistants ou qui étaient déjà diagnostiqués, qui avaient un peu plus de misère que les autres femmes, qui se sentaient un peu plus souvent mal compris, ou que cet aspect-là du vie communautaire, ça crée des fois des difficultés. Aussi, là-dedans, il y avait pour les intervenantes, il y avait comme un double rôle qui pouvait causer des fois des difficultés. Alors, on va discuter ça un peu plus tard aussi, ça revient. Alors, l'entraide et le soutien, ça c'est vraiment l'aspect très positif du système de maison d'hébergement. Et une chose assez remarquable, c'est le support reçu des autres femmes. Alors, il y avait vraiment une force là-dedans. Ça fait vraiment normaliser les réactions de stress vis-à-vis de l'expérience de violence. Aussi, ça faisait les femmes sentir comme s'ils n'étaient pas seules dans leurs difficultés, qu'il y avait d'autres femmes, d'autres personnes qui leur comprenaient, que ce n'était pas juste eux, mais effectivement un problème un peu plus systémique, que ce n'était pas un problème qui réside avec eux-mêmes. Alors, ça, c'était vraiment important. Et ça donne des fois une véritable système de support qui peut survivre même l'expérience d'une maison d'hébergement. Alors, les intervenantes, ils parlaient de ça, comment que les femmes qui étaient capables de créer des relations fortes, souvent, il y avait plus de support et tout allait mieux quand ils sortaient de la maison d'hébergement. Alors, ces choses-là peuvent être très puissantes, puis ça peut rester longtemps pour les femmes. Alors, la difficulté de parler des problèmes de santé mentale. Alors, ça, c'était, on a vu vraiment que toute la question de la société d'aide à l'enfance, c'était un gros facteur là-dedans. Souvent, les femmes avaient vraiment peur de perdre leurs enfants et pour cette raison-là, ils ne voulaient pas discuter leur santé mentale parce qu'ils ne savaient pas ce serait quoi les conséquences de ça. Mais aussi, il y avait toute la question, comme on a discuté par avant, le décervelage ou le gaslighting. Alors, c'était comme un aspect aussi. Mais aussi, les femmes étaient peur d'être diagnostiquées. Il y avait cette peur-là, mais même si on est ouvert puis on est prête pour accepter ça, un traitement ou un diagnostic ou quoi que ce soit, il y a un manque en général de support. Et on voit ça dans la communauté plus large aussi. C'est pas facile à accéder à un psychiatre, par exemple, ou d'autres services. Alors, des fois, c'est tout simplement ça, qu'il n'y avait juste pas accès il n'y a pas un accès à ce service-là. Mais aussi, on voyait comment il y avait des fois un manque de compréhension ou de vocabulaire vis-à-vis de la santé mentale. Ils ne savaient pas comment le discuter. Ils ne le reconnaissaient pas nécessairement en eux-mêmes. Mais tout cela, ça contribuait un peu à une méfiance justifiable. Alors, il y avait plusieurs raisons, des fois, qui s'entremêlaient pour effectivement leur empêcher de discuter leur santé mentale ou quoi que ce soit. Alors aussi, la question des services déficients en santé mentale, les femmes, ils mentionnaient plusieurs fois qu'il n'y avait tout simplement pas l'argent pour accéder à des services qui seraient bénéfiques. Alors, on voit qu'en Ontario, ça change un tout petit peu, mais encore, il y a des problèmes d'accessibilité. Alors, le gouvernement couvre, il n'y a pas une assurance qui couvre, une assurance publique qui couvre les frais d'accès pour des services privés en psychothérapie. Il y a comme plus, là, mais encore. Il y a un manque aussi d'accès à les diagnostics de santé mentale, alors un manque de psychiatrie, un manque en général des docteurs de famille. Et des fois aussi, quand on reçoit finalement, après avoir attendu longtemps sur une liste ou quoi que ce soit, on va recevoir un service qui est pas idéal pour nos besoins,
des fois, possiblement. Puis ça peut être, ça aussi, ça peut être très décourageant, hein, parce que on avait de l'espoir, on a mis comme toutes sortes d'espoir, d'efforts là-dedans, puis là, ça donne des fois pas grand-chose. Où on voit comment quand on n'a pas une bonne connexion ou relation thérapeutique avec la personne qui est choisie pour nous. Alors, il y a toute cette difficulté-là. Puis aussi, juste pour rajouter à ça, la première ligne de soins, vraiment, c'est le docteur de famille. Mais on sait aussi que l'approche médicale, des fois, il y a plus une emphase sur le traitement, sur la pharmacothérapie. Alors, on est donné des pilules, mais c'est peut-être pas ça qu'on a vraiment besoin. Alors, il y a toute cette question-là aussi que les femmes étaient comme, c'est pas une pilule que je veux vraiment la psychothérapie, mais c'est pas accessible. J'ai de la misère à le trouver, ou j'ai essayé un fois, mais j'ai pas eu une bonne connexion avec la personne, ça n'a pas bien été. Alors, il y a toute cette question-là, tu sais, mais vraiment, des femmes, il y avait plusieurs femmes qui ont vraiment dit que c'était comme l'approche de pharmacothérapie, ça a été comme un peu un problème, puis ça leur a empêché d'en discuter plus parce que c'était pas l'approche qu'ils voulaient, mais c'était comme effectivement la seule affaire qui était offerte. Alors, il y a ça aussi. Alors, la prochaine thème, c'est la mauvaise jonction entre les maisons et les services de santé mentale. Alors, on voit, ça c'est une friction un peu historique aussi, hein. Les maisons d'hébergement, ils sortent de milieux féministes, des mouvements féministes, tandis que tous les services de santé mentale, ça vient vraiment d'un lieu psychiatrique qui a été longtemps critiqué par les féministes. Alors, on voit un peu une tension là. Et encore, mais on voit aussi comment que, au fil des ans, que ça change un peu. Alors, ouais. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi, surtout que ça joue là, ça commence à jouer un peu différemment au milieu des maisons d'hébergement, parce qu'on voit comment que les intervenantes, ils vivent vraiment un conflit de rôle des fois, surtout parce que ils sont là pour assurer que les femmes sont bien supportées, bien sûr, de toute façon, mais aussi au niveau de santé mentale. Mais il y a aussi, quand on rentre dans une maison d'hébergement, il y a une liste de choses qu'il faut faire, hein, comme il faut sortir de la maison d'hébergement. Fait qu'il faut vraiment être bien équipé pour aller à des rendez-vous, de chercher un appartement, de tout faire. Alors, vraiment, il y a comme il y a toute une liste d'attente. Puis c'est les intervenantes qui font mettre la pression sur la femme de faire tout ça si elle n'est pas prête à le faire elle-même, tu sais. Alors, ça peut mener à une sorte de conflit. Pas tout le temps, évidemment, mais des fois, oui. Alors, ça peut vraiment effectuer des fois une rupture dans la relation thérapeutique, qui peut causer des difficultés pour les résidentes, mais aussi pour les intervenantes. C'est pas nécessairement une situation qui veut vivre. Alors, on va revenir à ça plus tard, mais ça, c'était une situation assez importante à noter. Alors, un autre thème qui a ressorti, c'est la question des mères, la société d'aide à l'enfance et la santé mentale. Alors, la société d'aide d'enfance introduisait plusieurs conflits ou pressions sur les femmes. Alors, c'était même plus que de leur empêcher de parler de leur santé mentale, parce que des fois, elles sentaient comme si la société d'aide d'enfance était vraiment un outil de manipulation par leurs ex, par des partenaires abusifs. Alors, il y avait aussi des fois pour les femmes qui vivaient une expérience d'immigration, il y avait peut-être un risque de déportation, mais toutes sortes d'affaires qui rendaient une situation qui était déjà précaire, encore plus précaire. Alors, il y avait tout cet aspect-là qui était difficile à digérer pour les femmes. Mais en général, je dirais les femmes, ils ont exprimé que c'était surtout une institution, pas de support, mais
plutôt de discipline. C'est comme ça qu'ils discutaient, c'est comme ça qu'ils le voyaient. Alors, ça, c'était important dans notre étude. Le racisme, le suprémacisme blanc et la santé mentale. Alors, ici, je vais juste discuter pour un bout de temps. Ici, l'expérience particulière des femmes autochtones. Il y avait vraiment une autre expérience différente qui était comme cohérent entre les femmes autochtones, mais très différent des autres femmes. C'était assez frappant. Alors, il y avait vraiment il y avait beaucoup de femmes à Ottawa qui venaient des communautés au nord, assez loin. On partait pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'il y avait juste vraiment une lacune de services dans leur communauté. Il n'y avait pas des maisons d'hébergement. Fait qu'il fallait aller à quelque part comme Ottawa ou peut-être plus proche, peut-être Sudbury ou North Bay ou quelque chose, mais le point ici, c'est qu'il y avait une relocation ou comme un déplacement qui réplique un peu une dynamique coloniale, dans le sens que ils sont séparés de leur culture, potentiellement, comme il y a des maisons d'hébergement qui sont spécifiquement pour les femmes autochtones, mais quand même, ils sont enlevés de leur communauté qui connaissent depuis longtemps, mais aussi du terroir de leur communauté qui est très important, puis tout ça. Fait qu'il y avait comme un aspect là qui est un peu troublant. Mais aussi, les femmes autochtones décrivaient beaucoup plus de violence en général, et une violence qui est de qualité un peu plus persistante et partout. Alors, les femmes autochtones étaient vues, comme leur histoire nous disait, qu'elles étaient vues comme un sujet approprié pour une violence non seulement intime, mais aussi comme au hasard, comme perçu comme un sujet approprié pour la violence misogyne. Alors, cette description ici, la citation qu'on a ici, c'est effectivement ça, une femme qui décrit un incident avec un homme étranger. Alors, il y avait ça, beaucoup de ça, un niveau de traumatisme assez élevé. Alors, ouais, c'était important à noter. Et aussi, pour des femmes qui ont vécu une expérience d'immigration, on voyait vraiment qu'il y avait comme un moins de support pour elles. Il y avait vraiment un taux élevé d'isolation. Il était vraiment, souvent, il était comme sans famille ou d'autres systèmes de support. Et des fois aussi, ça donnait une certaine méfiance. Et des fois aussi des traumatismes assez complexes. Il y avait des femmes qui venaient des pays où est-ce qu'il y avait des conflits assez récents, qui ont survécu des contextes de guerre, de conflits. Alors, mais c'était intéressant aussi, comme j'ai remarqué par avant, c'était pas toujours bien capturé par les questionnaires psychiatriques. Alors, il y a cet aspect-là aussi qui ça ressortait dans une entrevue, mais peut-être pas, ça c'est pas nécessairement bien reflété dans tu sais, comme tu vas cercler 1 à 5, puis tu vas avoir comme un numéro par après. Ça voulait pas dire que leur taux dans le questionnaire était élevé. Alors, on est rendu à notre section de recommandations. Alors, notre recommandation centrale, c'est vraiment essentiellement d'égaliser l'accès à les services entre le secteur sans-abri et le secteur de femmes violentées. Alors, il y avait un besoin pour plus de support au niveau de l'éducation et des services de santé mentale. Alors déjà, à Ottawa, il y a des services qui existent pour des femmes sans-abri. Alors, de vraiment trouver une manière de distribuer les fonds pour que ça soit vraiment égalisé, ça serait important. Alors, c'était vraiment essentiellement ça qu'on voulait communiquer ici. Ça fait que ça, c'est vraiment notre recommandation centrale. Mais aussi, on avait une autre recommandation qui nous a surpris, mais qui a vraiment sorti
à travers les entrevues et les discussions. Alors, ça c'est comme un peu, ça vient vraiment, il y avait une maison en particulier à Ottawa qui faisait régulièrement des rencontres. Puis les femmes des résidentes qui mentionnaient ce groupe-là dans les entrevues, on voyait vraiment comment que c'était puissant, puis important, puis guérissant pour elles. Alors, on a trouvé ça assez frappant, mais aussi plusieurs intervenantes, d'autres résidentes, ils parlaient de comment les relations entre les femmes dans les maisons d'hébergement étaient vraiment une source importante de guérison, de normalisation, de bien-être essentiellement, mais aussi c'était une force récupératrice. Alors, oui, on trouvait ça assez important, puis on voulait encourager cette possibilité-là de vraiment donner de l'espace, de créer l'espace dans la programmation et de célébrer ça comme un aspect vraiment important des maisons d'hébergement et que ça garde vraiment quelque chose de profond dans la philosophie féministe qui a vraiment poussé et créé ces espaces-là. Alors, on voit aussi comment que cette approche-là, ça donne, c'est vraiment approprié pour les femmes qui viennent de survivre une expérience assez traumatisante. Alors, c'est comme qu'on dit, on dirait en anglais, comme c'est une bonne mode de trauma-informed care, comme tout le monde y parle à cette heure de ça. Surtout au milieu de santé mentale, ça devient de plus en plus, je pense que c'est une bonne influence du féminisme, peut-être sur la communauté psychiatrique, mais aussi de santé mentale. Alors, on voulait vraiment encourager ça, puis souligner ça. Il faut trouver une meilleure façon de faire. Alors, répondre aux besoins de santé mentale des femmes qui résident dans une maison d'hébergement pour femmes violentées à Ottawa, Ontario. Je sais pas comment la poser. En 2016, les maisons d'hébergement. Okay, je vais retourner à l'autre l'autre affaire ici, là. Mais oui, on a aussi un film. C'est un film animé qui va donner vraiment une belle petite sommaire de notre étude. C'est le audio, c'est en français, mais malheureusement, il y a quelques aspects dans l'animation qu'on n'était pas capable de changer en français sans payer beaucoup plus d'argent. Alors, oui, je voulais juste vous laisser avec ça et vous dire merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous pouvez accéder les ressources, comme il y a le lien de YouTube pour le petit vidéo si tu veux le partager avec d'autres membres. Il y a aussi le PDF de notre reportage aussi qui est disponible pour ceux et celles qui veulent le poursuivre. Alors, c'est ça. Merci Martine. Et je vais le passer à toi. Peut-être, je ne sais pas comment gérer la vidéo. Fait que si on veut le regarder, peut-être c'est mieux de... je ne sais pas quoi faire exactement. Oui, pas de problème. Je vais essayer de voir si ça peut fonctionner, le vidéo. Juste un instant. Il faut trouver une meilleure façon de faire. Répondre aux besoins de santé mentale des femmes qui résident dans une maison d'hébergement pour femmes violentées à Ottawa, Ontario. En 2016, les maisons d'hébergement pour femmes violentées à Ottawa ont observé une augmentation des problèmes de santé mentale et de toxicomanie parmi leur clientèle. Les directrices de ces maisons se sont tournées vers le programme de santé mentale pour les femmes au Royal. Malgré la corrélation entre la violence vécue par les résidentes et leurs problèmes de santé mentale, elles ne bénéficient pas de soins psychiatriques comparables à ceux offerts par le secteur sans-abri à Ottawa. Grâce à l'appui financier de Women's Exchange, à la collaboration de Dr. Angel Foster, de l'Université d'Ottawa et à la complicité des 6 maisons d'hébergement pour femmes violentées à Ottawa, le Royal a entrepris d'étudier les besoins de santé mentale de cette population. Nous avons compté sur l'assistance d'un comité consultatif dont les membres représentaient une expérience vécue en matière de santé mentale et de violence genrée.
Nous avons réalisé 30 entrevues approfondies avec des résidentes de maisons d'hébergement et 6 discussions de groupe avec des intervenantes. Les résidentes ont répondu à un questionnaire normalisé afin d'évaluer leur santé mentale. 63% ont indiqué un état dépressif plus ou moins prononcé, de léger à grave. 93% ont déclaré des somatisations et 73% présentaient des symptômes de stress post-traumatique. Les résidentes ont aussi rattaché leur mauvaise santé mentale à la consommation, du gaslighting, au racisme ou encore à l'isolement dû à la maternité. Ces problèmes ont compliqué leur démarche pour se trouver un nouveau logement, leurs interactions avec les tribunaux, les services de santé, les services d'aide à l'enfance, de même que leur maintien en emploi ou leurs études. Pour les mères, les femmes membres d'une Première Nation, les Inuits, les Métis et les femmes immigrantes, les difficultés étaient pires et plus fréquentes. Alors, selon les résidentes et les intervenantes, que faudrait-il pour améliorer la situation? La grande majorité des participantes ont suggéré une augmentation des services de santé mentale offerts à l'intérieur du secteur de l'hébergement pour femmes violentées. Ces services incluaient accès à des interventions cliniques, ainsi que de la formation et consultation pour les intervenantes. Les résidentes ont aussi exprimé le souhait d'échanger avec d'autres survivantes de violences, car ces échanges ont une valeur thérapeutique pour elles. Nous espérons que les constatations présentées ici motiveront les décisionnaires vers l'accès équitable aux services psychiatriques. Alors, ben, un gros merci, Emma, pour vraiment cette excellente présentation. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Fait, vous allez voir dans l'élément de Q&A, vous êtes en mesure de taper vos questions à n'importe quel moment et je serai en mesure de les poser à Emma. Alors, je ne sais pas s'il y en a des questions de la part de nos participants. Alors, qu'est-ce que je peux peut-être faire? J'avais peut-être une petite question pour toi, Emma. Au niveau de votre recherche, y a-t-il de la violence entre partenaires du même sexe vraiment qui est exprimée dans cette recherche? Est-ce que vous avez eu de l'information par rapport à la violence et à la santé mentale? Ah oui, c'est une bonne question. Dans le fond, non, on n'a pas, on a fait, notre méthode, c'était assez, on a vraiment mis plus en emphase sur le côté qualitatif. Puis on a fait des entrevues avec 30 femmes, puis aussi les discussions avec les intervenantes. Mais c'était pas un sujet qui a été, comme on voulait pas, c'était pas nous autres qui introduisaient les sujets, c'était vraiment, surtout l'aspect de santé mentale, là, puis on demandait les questions au sujet de ça. Mais c'était pas quelque chose qui a ressorti là-dedans. Fait que ça prendrait peut-être un peu plus un plus grand nombre de personnes pour qu'un thème comme ça ressortirait. Je suis pas certaine, mais oui, c'est une bonne question. Puis, ouais, quelque chose, j'ai pas grand d'autres choses à mentionner sur ce sujet-là. Ça serait vraiment intéressant. Ça prendrait peut-être sa propre étude, vraiment, pour bien comprendre ça. Oui, exactement. Merci. Alors, peut-être pour une deuxième petite question, puisque le temps nous le permet, peut-être selon ton opinion professionnelle en tant que travailleuse sociale, quel changement politique que tu aimerais voir dans ta province ou bien dans l'ensemble du pays afin d'aider les femmes qui résident dans les maisons d'hébergement? Ah ben, OK. Ben, ça c'est comme tu demandes qu'est-ce que je veux pour Noël, là, tu sais. OK. Ben, tu sais, il y a plusieurs choses. Ben, je pense que ça ressort bien dans le reportage, justement parce que les femmes, ils savent qu'est-ce qu'ils ont besoin, là, tu sais. Je pense qu'ils ont besoin de plus de support, tu sais. On voyait des fois comment qu'il y avait de la pression qui était mise sur elles, qui vient
de la société de bien-être de l'aide de l'enfance. Mais ça vient pas avec des supports. Alors, c'est comme une pression qui vient pas avec nécessairement d'autres choses. Alors, ça peut juste donner que ça rend pire la situation. Comme des fois, la société de bien-être des enfants, c'est la raison pour laquelle la femme, elle va partir. Alors, il y a cet aspect-là qui peut être positif, mais aussi, c'est beaucoup de pression, ça crée beaucoup de stress. Au niveau de la santé mentale d'une femme, c'est un stress immense. Puis on sait aussi que un stress comme ça sur une mère, ça va traduire à ses enfants. Alors, il y a tout cet impact-là. Alors, peut-être de trouver une autre façon qui est peut-être un peu plus support, qui vient avec plus de support. Mais aussi, tu sais, on voit en Ontario qu'il y a une expansion des services de psychothérapie. Ça, c'est excellent. On a besoin d'avoir accès à la psychothérapie. Comme je vais jamais comprendre pourquoi on dit qu'on a comme un système de soins publics ici au niveau du j'ai oublié mes mots en français là, mais on inclut jamais au niveau de santé, on inclut jamais la santé mentale, on dirait dans les plans d'assurance publique. Alors, il y a ce problème-là aussi, qu'il y a comme des échelles, il y a plusieurs niveaux de services, puis tu peux toujours payer pour le meilleur niveau, mais c'est pas accessible pour des femmes qui vivent dans des circonstances comme ça, qui vont se retrouver dans une maison d'hébergement. Alors, il y a cette difficulté-là. Fait que je dirais que si on avait des systèmes qui étaient plus supportifs en général, que peut-être ces situations, ils seraient plus, les femmes seraient plus capables de les éviter. Alors, je dirais juste ça, tu sais, comme, je pourrais dire plein d'affaires, tu sais, comme toutes sortes d'affaires, mais vraiment, je pense que ça en ressort, tu sais. Mais aussi, on a besoin de plus accès à comme des évaluations psychiatriques. On a besoin un peu de tout, parce que c'est pas une chose qui marche pour tout le monde. On a besoin de comme plusieurs aspects de ça, de support pour que les gens en général, ils se retrouvent quelque part un peu meilleurs, tu sais. Alors, c'est ça, je pense que c'est ça ma réponse, plus ou moins. Excellent, Emma, merci beaucoup. Peut-être une petite dernière. Le fait que les femmes, parce que je sais dans ta recherche, tu avais mentionné que la plupart des femmes dans les maisons d'hébergement ont des enfants. Alors, est-ce que tu as vu dans ta recherche que le fait d'avoir des enfants, c'était un facteur important pour ces femmes-là de quitter soit leur conjoint ou leur conjointe violent? Ah oui, ouais, on n'a pas ça, mais c'est pas clair pour nous exactement. Mais ok, les femmes, ils disaient souvent que leurs enfants, c'est la raison pour laquelle ils ont survécu toutes, tu sais. Mais il y avait, et je pense que ça c'est assez important. Mais il y a aussi l'aspect que les femmes seraient peut-être pas prêtes à dire aussi, qui est peut-être un peu plus tabou. S'il n'y avait pas des enfants, est-ce que ça serait plus facile à quitter? Alors, c'est dur c'est sûr qu'un mère qui aime ses enfants va toujours dire, ils vont jamais regretter avoir des enfants. Mais ça donne aussi que c'est peut-être pas comme s'il n'y avait pas eu des enfants, est-ce qu'ils auraient quitté une situation violente? Peut-être. Ça aurait été peut-être plus facile. Il y avait peut-être eu moins de danger. Je sais pas, tu sais. Il y a tout. C'est une question vraiment compliquée, mais les femmes disaient, ils ont dit souvent que vraiment les enfants étaient vraiment un facteur important dans leur décision de partir de tout cela. Mais aussi, il y a la grosse pression de la société des bien-être des enfants qui vont mettre la pression pour qu'elle quitte leur relation à peine d'enlever les enfants. Alors, il y a tout cet aspect-là.
ça devient, c'est pas du territoire neutre où est-ce que les femmes peuvent juste dire comment ils sentent pour le vrai. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent tout ça. Alors, ouais, c'est un sujet assez intéressant puis complexe. Parfait. Ben, un gros merci, Emma. Je pense que c'est ça qui termine notre session de questions-réponses. Peut-être encore une fois, comme j'ai mentionné au début de la session, l'enregistrement, ça va être téléchargé sur le site web de l'ACTS pour ceux qui en ont besoin. Puis vraiment, encore, merci Emma pour ton temps et merci aussi aux invités, aux participants qui s'est joint à nous aujourd'hui. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis au plaisir tout le monde. Bye bye, merci.